Bonjour, mon nom est Benoît Leroux. Voici une deuxième vidéo sur ma théorie physique de l'épaisseur du présent. Aujourd'hui, on va traiter de l'espace. Qu'est-ce que c'est que l'espace et comment il peut être construit, etc., son occupation. Alors, j'ai eu une belle question de la part de Martine, merci Martine, sur comment est-ce que les champs magnétiques peuvent exister sur une seule ligne. Alors, on y reviendra, donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Les grandes questions qu'on se pose sur l'espace, est-ce que l'espace est infini? Est-ce que l'univers est confiné ou pas? Et quelles sont les limites de l'univers? Alors, moi, j'ai été impressionné par un axiome, si on peut dire, de la part de Lee Smolin, qui est un chercheur en Ontario, et qui dit que l'espace est le décor dans lequel les phénomènes se produisent et qu'il doit être construit ou élaboré. Alors, moi, je crois que l'espace, en 3 dimensions, existe virtuellement, toujours, mais qu'il n'existe réellement que si il est occupé. Et on verra qu'il y a différentes densités d'occupation de l'espace. Donc, l'espace en 3 dimensions s'oppose à son occupation, s'oppose très peu à son occupation, qui en fait est une distorsion. C'est-à-dire qu'une particule est une distorsion de rien. De l'espace, c'est rien. Et c'est quand même en 3 dimensions. Alors, évidemment, la physique quantique a trouvé le boson de Higgs, qui est une sorte de champ qui se serait affaissé, et son interaction avec les particules induit une masse dans ces particules. Alors moi j'ai une autre notion qui est pendant, peut-être qui est corrélée à celle-là, qui s'appelle la liberté gravitationnelle du vide. Je vous réfère encore à mon article scientifique à ce sujet-là. Je l'ai dérivé de calcul et donc vous pouvez le vérifier. Alors, la liberté gravitationnelle du vide est évidemment une constante du vide, comme le sont la permittivité électrique du vide et la perméabilité magnétique du vide. Alors, en 3 dimensions, l'espace s'oppose à son occupation d'une certaine façon aux distorsions qui existent à l'intérieur de l'espace sous cette forme-là d'une constante de liberté gravitationnelle du vide. En 2 dimensions, c'est là j'ai expliqué dans ma première vidéo que l'électron est probablement un objet en 2 dimensions, et sa fonction est de se réserver un espace sur ce plan électrique. C'est-à-dire que la répulsion des électrons entre eux est cette manifestation de la préservation d'un espace en 2 dimensions contre tous les autres électrons. Donc, ils se repoussent parce que chacun veut préserver son espace. Là, en 1 dimension, on a un champ magnétique qui s'exprime surtout par deux propriétés. Ici, j'ai des aimants qui sont des petits aimants alignés. J'en prends la moitié et les champs s'attirent, qui sont contraires. C'est-à-dire que là, vous avez le champ magnétique de celui-là correspond à celui-là. Si je les inverse, forcément, ils s'opposent. Et puis tout ce qu'ils veulent, c'est se réaligner,
ça se rend dans la même direction. Si j'en prends par exemple un exemple ici, ils veulent s'aligner. Donc, la direction, il y a seulement deux propriétés, l'intensité du champ et sa direction. Maintenant, ça m'amène aussi, vu qu'il y a ce décalage de 3 dimensions que j'appelle l'ordre 3, 2 dimensions, les phénomènes électriques, 1 dimension, les phénomènes magnétiques. Donc, j'ai imaginé aussi une 0 dimension, c'est-à-dire les phénomènes mathématiques qui sont abstraits, qui sont de l'ordre de la pensée, qui n'a pas d'espace pratiquement. Et je vais vous décrire maintenant comment les phénomènes sont emboîtés l'un dans l'autre. Ils sont emboîtés par ce que j'appelle attendez, le mot m'échappe là. C'est le clivage dimensionnel. Ça, c'est un clivage à 90 degrés entre les ordres de dimension. Vous avez l'ordre 1 qui est magnétique, qui est perpendiculaire à l'ordre 2 qui est un plan électrique, donc une ligne magnétique qui est perpendiculaire à un plan électrique. Ce plan électrique-là est perpendiculaire aussi aux 3 dimensions. Il n'y a pas d'autre moyen que ceux-là. Donc, ces phénomènes-là de clivage dimensionnel sont perpendiculaires. Ce qui m'amène à l'espace 3 dimensions. L'espace 3 dimensions est forcément un phénomène mathématique au départ, géométrique plus précisément, et l'évolution, c'est-à-dire la fabrication du théâtre dans lequel se déroulent les phénomènes physiques, est fabriqué par les magnétismes, l'électricité, et l'électricité force la création de protons et de neutrons, comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo, simplement parce qu'il n'y a pas assez d'espace en 2 dimensions pour que les électrons s'éloignent l'un de l'autre. Alors, ce phénomène-là le phénomène d'occuper un espace exclusif à chaque électron, c'est un phénomène de persistance. C'est-à-dire que l'électron, manifestement, occupe un espace à 2 dimensions et le préserve. Il faut noter que la durée de vie d'un électron est estimée plus longue que celle de l'univers. Alors, il n'y a pas de décay, il n'y a pas de phénomène quantique où est-ce que l'électron peut se décomposer en d'autres choses. C'est une particule élémentaire et c'est la plus petite particule en termes de masse qui soit persistante. Il y a d'autres particules qui durent pas longtemps, mais l'électron, dans les particules persistantes, c'est la plus petite en termes de masse. La masse de l'électron, elle est variable. Elle est variable en fonction de sa vitesse surtout. Alors, ce phénomène-là de masse, je crois, est dû au fait que l'électron, en se déplaçant, campe sur le champ, si on peut dire, dans son espace électrique, et donc induit une petite variation en 3 dimensions, ce qui lui donne une masse. Parce que en tant que phénomène en 2 dimensions, il ne devrait pas avoir de masse, car la masse est un phénomène en 3 dimensions. Alors, j'aimerais maintenant répondre à Martine. Le fait que sa question était comment est-ce que les champs électriques peuvent exister sur une seule ligne? Alors, c'est qu'une ligne au niveau de l'espace en 1 dimension des champs électriques, il n'existe pas d'autre espace pour ce champ magnétique. Bien sûr, à mesure que les électrons
promène des champs magnétiques partout, que ces électrons-là se mettent à tourner autour d'objets en 3 dimensions que sont les protons et les électrons, que les protons et les neutrons, là, évidemment, le champ magnétique se retrouve répandu partout dans l'univers. Alors, la qualité des champs magnétiques, je crois, et suivant ma théorie, c'est le phénomène par lequel la cohésion ou la cohérence de l'espace-temps est maintenue. Je vais faire une autre vidéo particulièrement sur le temps, parce que le temps commence à exister entre les 2 dimensions, c'est-à-dire entre 2 couches électroniques, qui sont la couche des électrons et la couche des positrons, qui est l'antimatière des électrons. Je vais faire une vidéo particulière sur ce sujet-là. Maintenant, je voudrais parler d'un sujet corrélé en 3 dimensions, qui est la densité d'occupation. Bon, je disais que l'espace s'oppose à son occupation. C'est comme un loyer qui est à payer par les choses qui occupent de l'espace. Et ça se manifeste par l'inertie qui est induite et donc la masse des objets et la gravitation qui en découle. Maintenant, quand là, je dois parler du temps et de la fabrication du passé. Entre les 2 couches électroniques, j'expliquais qu'un électron rebondit sur le passé, c'est-à-dire qu'il s'élance vers le futur, ensuite il s'éteint. Il s'en va vers le passé, puis il rebondit en fabriquant un positron. Le positron, lui, a une masse négative, c'est-à-dire antigravitationnelle, s'étend vers l'extérieur de l'objet. Alors, on pourrait dire, en tout cas j'en ai déduit moi, que la masse sombre, la matière noire, est en fait ce phénomène-là de répulsion que provoquent les positrons en s'éloignant des objets. Donc, ils induisent une gravité négative qui fait que les objets vont beaucoup plus vite qu'on les perçoit à l'intérieur des galaxies. Maintenant, lorsqu'ils sortent de la galaxie ou que les positrons sortent du Soleil, qui est une masse assez dense, il y a un changement de phase et là, il y a un réchauffement, ce qu'on appelle le phénomène des halos. Vous avez la couronne du Soleil forme une sorte de halo où la température augmente dramatiquement. On ne sait pas de quoi c'est dû. Je suppute que c'est dû à probablement des phénomènes d'annihilation entre positrons et électrons. Et vous avez le même phénomène autour d'une galaxie. Il y a un halo de gaz chaud. On ne comprend pas, puis on ne sait pas non plus de quoi il s'agit. Alors, cette antimatière-là, qui n'est pas perceptible parce qu'elle se dirige vers le passé, s'évapore vers des zones de l'univers qui ne sont pas occupées. Alors, ça forme ces grands vides spatial qu'on observe. D'ailleurs, l'espace occupé par les galaxies et les amas de galaxies forment des filaments comme s'il y avait des bulles. Alors, ces bulles-là seraient remplies d'antimatière et tendent à s'évaporer. Éventuellement, toute cette antimatière va s'échapper de l'univers, si l'univers a une frontière puis une bordure, et va tendance à pousser toute la matière à se reconcentrer
vers un Big Crunch peut-être. En tout cas, ce sont des spéculations. Et donc, les halos sont à ce niveau-là un réchauffement dû à l'évacuation de cette antimatière-là en dehors d'un espace plus occupé. Donc, une galaxie serait un peu comme un solide qui tourne à l'intérieur d'un liquide. Il y a une cohésion interne qui est due à le fait qu'il y a une production d'antimatière à l'intérieur, que cette antimatière-là s'évacue vers l'extérieur. Et voilà. Donc, ça termine cette vidéo. Je vous rappelle que les articles scientifiques que j'ai écrits en 2005 sont disponibles sur mon site personnel carbanzo.com, carbanzo.com, dans physique théorique. Et bonne lecture. La prochaine fois, je vais parler de l'antimatière, plus particulièrement. Merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez liker et vous abonner. Ça aiderait à populariser cette chaîne. Et à la prochaine.